Notre système solaire est-il immobile dans le cosmos? Les pieds bien ancrés sur Terre, on pourrait, à première vue, penser que l'univers qui nous entoure est quelque peu statique. Pourtant, si l'on prend le temps d'observer notre environnement céleste, il ne fait aucun doute que tout est mouvement. Malgré une apparence paisible, notre planète poursuit sa course effrénée à travers l'espace, tournant autour du Soleil qui brille de mille feux. Mais qu'en est-il de notre système planétaire tout entier? A-t-il une seule et unique adresse cosmique, ou fait-il partie des innombrables rouages qui composent et organisent notre univers? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons explorer notre système solaire dans ses moindres recoins. Nous découvrirons qu'il est bien plus qu'un simple groupement de planètes en orbite autour d'une étoile et qu'il occupe une place unique au cœur de la Voie lactée, qui, néanmoins, comptabilise plus de 200 milliards d'étoiles. Chers voyageurs, bien le bonjour! Aujourd'hui, nous partons pour un voyage spectaculaire à travers notre galaxie. Comme tu pourras le constater, nous sommes bien loin d'être au centre de l'univers, qui garde encore bien des secrets. Nous tenterons lors de cette expédition spatiale de mieux comprendre notre position dans le cosmos. Attache bien ta ceinture et ouvre grand les yeux. Des paysages célestes époustouflants nous attendent. Mais avant de commencer notre aventure interstellaire, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Notre planète Terre évolue donc dans le système planétaire du Soleil. Notre système est dit solaire parce que nous employons cet adjectif pour caractériser les choses ou les phénomènes liés à notre étoile. Mais au fond, que représente le système solaire? Si les êtres humains, depuis des milliers d'années, ont étudié les astres, ce n'est qu'en 1543 que Nicolas Copernic a émis la théorie de l'héliocentrisme, plaçant le Soleil au centre du système solaire. Pour lui, et à juste titre, la Terre n'était pas le centre du monde. Puis, dans les années 1610, Kepler a non seulement confirmé cette théorie, mais il a défini avec exactitude l'orbite de chacune des planètes qui tournent autour de notre Soleil. Par la suite, Galilée a fait une découverte révolutionnaire grâce à une nouvelle invention, le télescope. En observant Jupiter, il a découvert que la planète était entourée par 4 étoiles. Très vite, il a déduit qu'il s'agissait en fait de 4 lunes qui étaient en orbite auprès de cette même planète. La théorie de Copernic s'est donc révélée être juste. La Terre n'est pas le centre de l'univers, et les planètes appartenant à ce système tournent bel et bien autour du Soleil. Notre système solaire est par conséquent un ensemble d'objets célestes, à savoir des planètes et accessoirement leurs lunes, des astéroïdes et des comètes qui gravitent autour d'une étoile à laquelle ils sont liés par la gravité, le Soleil. Notre système solaire renferme 8 planètes. Mercure, Vénus, notre merveilleuse Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune, qui se situe à 30,1 unités astronomiques du Soleil, soit plus de 30 fois la distance Terre-Soleil. Il abrite également de nombreuses planètes naines, dont Pluton, Cérès, Oméa, Eris et Makemake. À cet inventaire, nous pouvons y ajouter des dizaines de lunes et des millions d'astéroïdes, dont ceux de la ceinture d'astéroïdes, des millions de comètes et de météoroïdes. Pratiquement toutes les planètes possèdent une ou plusieurs lunes, à l'exception de Mercure et de Vénus, les plus proches de l'étoile. La NASA en a comptabilisé plus de 200 et plusieurs autres sont encore à confirmer.
On peut noter que même de minuscules astéroïdes détiennent leur propre lune. Si notre Terre ne compte que l'unique lune que nous pouvons observer chaque soir, Saturne en abrite 83 et Jupiter pas moins de 92. De quoi leur donner, à elles aussi, des allures de mini-systèmes planétaires. Notre système solaire va bien plus loin que ces 8 planètes. Il comprend également la ceinture de Kuiper, qui évolue au-delà de l'orbite de Neptune et qui s'étend probablement entre 30 et 55 unités astronomiques. Dans cet anneau immense mais peu occupé, on retrouve notamment la planète naine Pluton, qui est quasiment le plus gros des objets glacés s'y trouvant. Depuis quelques décennies, le recensement global de notre système solaire est quelque peu remis en cause. En effet, une 9e planète dont la présence n'a jamais été prouvée pourrait bien se situer au-delà de l'orbite de Neptune. L'hypothèse de son existence a vu le jour lorsque des scientifiques ont remarqué que certains objets de la ceinture de Kuiper, qui s'étend aux confins de notre système solaire, avaient des orbites qui semblaient être influencées par un astre invisible. Enfin, notre système solaire est entouré d'une coquille sphérique colossale qui l'englobe intégralement. Il s'agit du nuage d'Oort. S'il n'a encore jamais été observé, sa présence est établie d'après des modèles mathématiques et d'observations de comètes qui paraissaient en être originaires. Ce nuage compterait près de 1000 milliards de débris glacés cosmiques, dont certains peuvent être comparés à des montagnes, orbitent autour du Soleil jusqu'à 1,6 années-lumière. Sa structure relativement épaisse s'étend de 5000 à 100 000 unités astronomiques. Ce nuage semble marquer la limite d'influence gravitationnelle de notre Soleil, les objets qui s'y trouvent pouvant faire demi-tour et se rapprocher à nouveau du Soleil. Cependant, l'héliosphère du Soleil, cette bulle créée par les vents solaires et composée de gaz électriquement chargés, ne s'étale pas aussi loin. En effet, la limite à laquelle les vents solaires subissent une décélération brutale se situe entre 80 et 100 unités astronomiques. Ce brusque ralentissement, appelé choc terminal, est dû à la pression des gaz interstellaires qui est alors plus forte que les vents, qui, eux, se sont amoindris à cette distance. Mais comment tous ces objets ont-ils pu se former et se regrouper jusqu'à façonner le système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui? Il y a environ 4,5 milliards d'années, un nuage particulièrement dense de gaz et de poussière interstellaire s'est effondré, probablement en raison de l'onde de choc causée par une supernova. Ce nuage moléculaire géant, large de plusieurs années-lumière, a de ce fait sûrement donné naissance à plusieurs étoiles, prenant la forme d'une nébuleuse solaire comprenant un disque de matière désordonnée. Puis la gravité a aspiré au centre de plus en plus de matière, jusqu'à ce que la pression dans le noyau soit telle que les atomes d'hydrogène ont commencé à produire de l'hélium, libérant ainsi une quantité d'énergie colossale. Notre Soleil, qui a accumulé plus de 99% de la matière exploitable, est issu de ce processus. La matière restante, trop lointaine pour être absorbée, s'est finalement agglutinée au gré des collisions, jusqu'à former des objets suffisamment volumineux pour que leur gravité leur donne la forme de sphères. Ces dernières, en fonction de leur masse, sont aujourd'hui cataloguées comme des planètes naines, voire de grandes lunes. Toutefois, certains objets ne sont assemblés à aucun autre et continuent d'errer dans notre espace interplanétaire. Il s'agit des astéroïdes, des comètes, des météoroïdes ou encore des petites lunes dites irrégulières. La structure de notre système solaire est par conséquent intrinsèquement liée à son processus de formation.
Si les 4 premières planètes en partant du Soleil sont des planètes telluriques, c'est parce que seul le matériau rocheux pouvait résister à la chaleur de ce jeune Soleil. En revanche, les matériaux tels que la glace, le liquide ou les gaz ont trouvé refuge dans les régions extérieures, bien plus éloignées. Puis, selon le même processus, la gravité les a rassemblés, jusqu'à modeler Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses, ainsi qu'Uranus et Neptune, les géantes de glace. Tous les objets de notre système solaire qui se sont formés à partir du disque protoplanétaire sont donc restés sur un même plan. Ainsi, depuis 4,5 milliards d'années, tout ce petit monde cohabite dans cette modeste région de l'espace. Chaque objet suit une trajectoire bien définie dans cette zone à sens unique, mais tous ont un plan orbital commun. Ils ne se rencontreront probablement jamais. Toutefois, un objet insolite se démarque des autres. Si de nombreux objets présentent des orbites fortement inclinées, l'un d'eux a décidé d'orbiter dans la mauvaise direction. Surnommé Drac, cet objet a une orbite extrêmement inclinée de 103,5 degrés. C'est l'un des rares objets à avoir une orbite rétrograde que l'on retrouve en général chez certaines comètes, telle celle de Halley, qui se rapproche très près du Soleil. Drac, lui, chemine à contresens dans la ceinture de Kuiper, sur une orbite stable, sa distance avec le Soleil allant de 20 à 70 unités astronomiques. Selon les scientifiques, cet objet pourrait avoir été délogé du nuage intérieur d'Oort par une perturbation de type inconnu avant de trouver refuge dans la ceinture de Kuiper. Il pourrait donc être en voie de transition, pouvant, s'il est de nouveau perturbé, devenir une comète de type Halley et se rapprocher encore plus du Soleil lors de ses futures orbites. Comme nous venons de le voir, notre système solaire s'est façonné selon un modèle clair, à savoir des petites planètes rocheuses à proximité du Soleil, de grandes planètes gazeuses plus éloignées, ainsi qu'une ceinture d'astéroïdes les séparant. Selon toute logique, cette structure s'explique aisément, l'énergie intense de notre jeune Soleil ayant repoussé les éléments les plus légers, tels que l'hydrogène et l'hélium en direction du système solaire externe, ne gardant à ses côtés que des matériaux rocheux. On pourrait donc être tenté d'imaginer que de nombreux autres systèmes stellaires aient suivi ce même scénario. Pourtant, les nombreux systèmes planétaires étudiés jusqu'à présent semblent démontrer que ce n'est pas le cas. Notre système solaire en serait un parmi les milliards d'autres que compte notre galaxie, tous ayant des configurations bien différentes. Notre système solaire est par exemple dépourvu de super-Terres, qui, elles, sont relativement courantes dans bien d'autres systèmes planétaires. Selon la communauté scientifique, la configuration de notre système solaire serait due au fait que Jupiter, après sa formation, aurait migré au sein du système en direction du Soleil, mais qu'avant de devenir une planète jovienne chaude, du fait des interactions gravitationnelles de Saturne, ces deux mêmes planètes auraient été doucement repoussées vers l'extérieur. Ce voyage migrateur aurait évincé toutes les jeunes super-Terres du système solaire interne, alors possiblement en formation. C'est pourquoi nos planètes rocheuses, qui n'ont commencé à se constituer qu'ensuite, se sont avérées plus petites qu'elles ne l'auraient été sans ces interactions. Toutefois, notre galaxie renfermerait entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Bien que ce processus ne semble pas représenter la norme, les chances qu'il se soit produit auprès de l'une d'entre elles ne sont, après tout, statistiquement pas si minces. Nous venons de voir comment se sont organisés les différents objets de notre système solaire par rapport au Soleil. Mais
Que savons-nous concernant notre position dans la Voie lactée? A priori, notre Soleil se situe à moins de 30 000 années-lumière de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif qui marque plus ou moins le milieu de notre disque galactique. Cette distance n'est pas évidente à définir, car pour pouvoir établir des mesures exactes, il nous faudrait prendre de la hauteur, en somme, nous extirper de notre propre galaxie. Or, c'est chose impossible. Longtemps, l'éloignement entre le Soleil et le trou noir a été estimé à 27 700 années-lumière. Puis, le consortium Gravity a réduit cette distance à 26 673 années-lumière. Cependant, notre Soleil s'avère être encore plus proche de Sagittarius A étoile. Vera, le télescope de grande taille de l'observatoire situé au Chili, qui est doté d'une résolution incroyable de 10 microsecondes d'arc, pouvant en théorie entrevoir une petite pièce de monnaie sur la surface lunaire, a permis d'affirmer que notre système solaire serait en réalité distant de seulement 25 800 années-lumière du centre de la Voie lactée. Notre Soleil met 225 à 250 millions d'années pour effectuer une année cosmique, à savoir son orbite complète autour de la Voie lactée. Il se déplace à une vitesse prodigieuse, avoisinant les 828 000 km/h. En somme, notre système solaire, en suivant son orbite, se déplace d'environ 20 000 km en seulement 90 secondes. Depuis sa naissance, et malgré cette vitesse prodigieuse, il a ainsi fait 20 fois le tour complet de notre galaxie, qui est la galaxie la plus grande du groupe local, après la galaxie d'Andromède. Notre système solaire est blotti dans l'un des bras spiraux de la galaxie, le bras d'Orion, également connu sous le nom de bras local, où il est situé à mi-chemin entre le bord et le centre de la Voie lactée. Ce bras s'étend vers l'extérieur à partir du bras du Sagittaire, l'un des 4 bras majeurs de notre galaxie. Cependant, cette cartographie de la galaxie pourrait bien être remise en question. Certaines études menées grâce au réseau de télescopes Very Long Baseline Array de la National Science Foundation suggèrent que le bras d'Orion pourrait bien être plus grand que ce l'on croyait jusqu'à présent. Il ne devrait plus être considéré comme une petite région de la galaxie en forme de pointe, mais plutôt comme une structure majeure, probablement une branche du bras de Persée ou encore un segment de bras indépendant. Comparé aux dimensions de la Voie lactée qui l'abrite, dont la taille est estimée à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière, notre système solaire peut sembler extrêmement petit, son diamètre étant d'environ 20 milliards de kilomètres, soit environ 130 unités astronomiques. Pourtant, il n'en est rien. Le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA, qui a été lancé en 1977, a mis plus de 30 ans malgré une vitesse atteignant 61 500 km/h pour rejoindre le bord de l'héliosphère. Celle-ci marque la limite au-delà de laquelle les champs magnétiques du Soleil se dissipent. Pour autant, si l'on considère que la frontière de notre système solaire se situe au point d'arrêt de l'influence gravitationnelle du Soleil, il faudrait que Voyager 1 puisse dépasser le nuage d'Oort avant de pouvoir atteindre l'espace interstellaire. Si dans sa course folle, notre Soleil entraîne avec lui les planètes et autres objets de notre système solaire, les rouages du cosmos sont bien plus complexes que ce que nous venons de voir. En effet, dans l'espace, tout, y compris notre galaxie, est en mouvement permanent. La Terre tourne autour du Soleil, qui lui orbite autour de la Voie lactée.
ce monstre galactique, dont le diamètre est estimé à 120 000 années-lumière, se déplace pareillement dans le groupe local, cet ensemble qui recense plusieurs dizaines de galaxies, effilant à près de 2,2 millions de km/h. Lors de ces mouvements incessants, certaines galaxies voisines sont absorbées peu à peu par la Voie lactée. Celle-ci, qui compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles, adopte donc de nouveaux astres, en plus de ceux qu'elle génère. Car oui, de nouvelles étoiles se forment régulièrement dans la Voie lactée, au rythme de 7 chaque année. La partie la plus densément peuplée d'astres, de gaz et de poussière se situe au centre de notre galaxie. Dans ce renflement galactique qui s'étend sur des milliers d'années-lumière, 10 milliards d'étoiles, pour la plupart de vieilles étoiles géantes rouges, y sont étroitement regroupées. Les rencontres rapprochées stellaires y sont donc particulièrement courantes, se produisant environ une fois tous les 50 000 ans. Les trajectoires individuelles de chaque étoile du disque galactique les amènent parfois à se rapprocher les unes des autres. Et notre système solaire n'échappe pas à la règle. La dernière rencontre rapprochée qu'il a connue remonte à approximativement 70 000 ans. Un système binaire nommé étoile de Scholz a vu sa trajectoire l'amener à près de 52 000 unités astronomiques de notre Soleil. C'était la seconde fois qu'il passait à proximité de notre Soleil. Il y a approximativement 80 000 ans, il s'était déjà rapproché d'environ 66 000 à 70 000 unités astronomiques du Soleil, perturbant ainsi le nuage d'Oort et les orbites de certaines comètes et astéroïdes du système solaire. Cela a eu pour conséquence l'expulsion de nombreux objets du nuage d'Oort, dont certains sont entrés en collision avec notre Terre, provoquant d'importantes crises biologiques, menant à l'extinction de certaines espèces vivantes. Heureusement, ces rencontres sont restées pour l'heure suffisamment à distance pour ne pas provoquer des effets encore plus néfastes et destructeurs au sein de notre système planétaire. Vient alors une nouvelle question. Dans quelle direction notre Soleil se déplace-t-il dans notre galaxie ? Si nous sommes en mesure de prévoir la trajectoire des autres objets, celle de notre Soleil s'avère essentielle pour prédire les potentiels rapprochements stellaires. La Voie lactée, cette gigantesque galaxie spirale barrée, abrite donc dans l'un de ses bras majestueux notre système solaire. Celui-ci, du fait de son emplacement, pourrait être localisé comparativement à notre équateur terrestre, à mi-chemin du plan galactique. Effectivement, notre système est à environ 20 années-lumière seulement au-dessus du plan de symétrie équatoriale de la galaxie. De nombreuses estimations actuelles évaluent l'épaisseur du disque galactique à environ 100 000 années-lumière d'épaisseur. Cela signifie que notre système solaire est particulièrement proche de l'équateur de la galaxie. C'est d'ailleurs dans cette zone du disque de la galaxie que se trouvent la plupart des gaz et des poussières qui la composent. Par conséquent, c'est aussi dans cette zone que naissent la majorité des nouvelles étoiles. Dans une danse cosmique aux allures paisibles, notre Soleil poursuit donc inlassablement son trajet. Contrairement à de nombreux autres objets stellaires, notre astre tourne autour du centre galactique, sur une orbite pratiquement circulaire. Il présente une faible ellipticité, estimée à environ 5% seulement. Par ailleurs, le Soleil se déplace à travers la galaxie, en étant incliné à un angle d'environ 60 degrés par rapport au plan galactique. Cette inclinaison s'applique également aux planètes qui sont en orbite autour du Soleil. Par conséquent, si l'on observe le Soleil et le plan dans lequel tous les objets du système solaire orbitent autour de lui,
tous sont inclinés vers l'avant de 60 degrés lors de leur voyage à travers la Voie lactée. Au premier abord, notre mouvement dans l'espace ressemble à un vortex, donnant l'impression que nous finirons par nous rapprocher lentement du tourbillon central de la Voie lactée, alors qu'il en est tout autrement. Toutefois, se pourrait-il que ce mouvement soit autre chose qu'un simple vortex? La gravité détermine le comportement de tout objet cosmique, du plus minuscule au plus gigantesque. Aussi, puisque tout est mobile dans le cosmos, il est extrêmement compliqué de définir la mouvance des astres, tout comme leur distance les uns des autres. Il convient donc de définir un référentiel à partir duquel on peut ensuite se baser afin de tirer des conclusions. Par exemple, le centre de gravité des masses du système solaire, également connu sous le nom de barycentre, est le point de repère qui permet de décrire les mouvements des planètes qui nous entourent. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. Car tout comme la rotation de la Terre influence les mouvements à sa surface, les mouvements planétaires sont eux aussi affectés par le fait que ce barycentre lui-même suit un mouvement engendré par la Voie lactée, qui elle-même est influencée par le groupe local auquel elle appartient, et ainsi de suite. Car oui, le groupe local, aussi massif qu'il soit, est loin d'être isolé, et les autres galaxies ou amas de galaxies se trouvant à proximité nous attirent. Même les amas de matière les plus éloignés exercent leur force gravitationnelle, engendrant des mouvements supplémentaires qui se répercutent à leur tour. Les vides cosmiques sont également à prendre en considération et ne peuvent être ignorés. Ceux-ci influencent tout autant les différents objets et leur trajectoire grâce à leur répulsion gravitationnelle. Ainsi, une région du cosmos très dense en matière ou en énergie exerce un effet d'attraction, tandis qu'une région moins dense qu'une autre génère une force répulsive. Mais ce qui s'avère être le plus surprenant, c'est que le Soleil, dans sa course interminable, ne dessine pas un cercle plat. En effet, lorsqu'il se déplace dans la galaxie, il monte et descend dans un mouvement vertical à travers le disque galactique, dessinant ainsi des vagues successives, selon des périodes de plusieurs dizaines de millions d'années. Il se comporte tel un bouchon dans l'eau, qui apparaît tantôt dans et tantôt hors du plan médian de notre disque galactique. Les estimations récentes situent la position actuelle du Soleil à environ 14 années-lumière au-dessus du plan médian de la galaxie. Lorsqu'il aura atteint une hauteur de plus ou moins 300 années-lumière au-dessus du plan galactique, il amorcera à nouveau sa descente au travers du plan médian pour se retrouver de l'autre côté, avant de remonter une nouvelle fois, et ainsi de suite. Ce mouvement incessant du Soleil peut-il rester sans conséquence sur son environnement? D'après des scientifiques du Cardiff Center for Astrobiology situé au Pays de Galles, ces rebonds pourraient bien expliquer d'importants changements que notre planète Terre a connus jusqu'à ce jour. Après avoir élaboré un modèle informatique du mouvement de notre système solaire, l'équipe de Cardiff a effectivement confirmé que notre Soleil rebondit de haut en bas à travers le plan galactique. Cependant, lorsque notre système solaire traverse la zone la plus dense de cette région de la galaxie, les forces gravitationnelles des nuages gigantesques de gaz et de poussière environnants perturbent les trajectoires des comètes, les délogeant ainsi de leur orbite initiale. Certaines de ces comètes sont alors amenées à plonger dans notre système solaire et même à entrer en collision avec d'autres objets, dont parfois la Terre. De plus, cette équipe de scientifiques a découvert que notre Soleil et ses nombreux satellites traversent le plan galactique, très exactement tous les 35 à 40 millions d'années.
Cette fréquence multiplie par 10 les risques de collision avec une comète. Cette hypothèse semble se confirmer avec la présence des cratères terrestres, dont la survenue en grand nombre semble se produire environ tous les 36 millions d'années, d'autant que ces périodes de bombardement cométaire coïncident avec les extinctions massives qu'a connues notre planète. On peut en particulier se remémorer l'extinction massive des dinosaures non aviaires, qui date de 65 millions d'années. Si l'on se réfère à cette fréquence, on peut être en mesure de suggérer que bon nombre de comètes pourraient atteindre notre belle planète d'ici peu. Mais n'y voyons rien d'apocalyptique. Certains y voient même de potentiels impacts positifs. Pour ce groupe de chercheurs, ce même épisode de bombardement cométaire pourrait certainement avoir grandement contribué à la propagation de la vie, bien au-delà de notre Terre. En effet, ces derniers suggèrent qu'au moment de l'impact fatal, des débris terrestres contenant des micro-organismes pourraient avoir été projetés dans l'espace, et donc à travers tout l'univers. Par conséquent, cette théorie sous-entend que grâce à ces interactions, la vie qui est apparue sur Terre pourrait se disperser à l'échelle galactique. Et si finalement la conquête de l'espace avait déjà commencé à notre insu, de cette manière totalement improbable. Par ailleurs, si nous nous demandons toujours où nous nous situons dans l'univers, les chercheurs ont, depuis les années 70 et 80, établi que notre système solaire tout entier serait situé dans une gigantesque structure cosmique, environ 10 fois moins dense que la moyenne, à savoir une bulle remplie de vide, communément appelée bulle locale. L'idée de la présence de cette structure, qui mesure 1000 années-lumière de diamètre, provient d'une simple observation des scientifiques. Aucune étoile ne s'est formée à l'intérieur de celle-ci depuis 14 millions d'années. Certaines étoiles qui s'y trouvent étaient déjà existantes, tandis que d'autres se sont probablement créées à l'extérieur avant d'y pénétrer en traversant son enveloppe, comme l'aurait fait notre Soleil. Durant de longues années, l'existence de cette bulle a grandement questionné les chercheurs. Mais depuis peu, nous savons peut-être pourquoi une telle bulle est apparue dans cette région de l'espace. Les scientifiques ont découvert que l'histoire de la bulle locale a débuté il y a très exactement 14,4 millions d'années, avec la formation d'étoiles. Une quinzaine de celles-ci, lors de leur disparition, ont provoqué des supernovas. L'énergie engendrée au cours de leur explosion a repoussé la matière interstellaire, constituant cette bulle à l'intérieur de laquelle la température est plus élevée qu'à l'extérieur. Il a également été relevé que la densité interstellaire est inférieure à celle située en dehors de cette structure. La surface de cette bulle en croissance, qui s'étend à la vitesse de 6,7 km par seconde, soit 23 400 km/h, est dense en hydrogène et en hélium, permettant de ce fait la formation de jeunes étoiles dans cette région de l'espace. Si notre système solaire se trouve aujourd'hui en plein milieu de cette bulle, il n'en était rien lorsque celle-ci s'est formée. Celui-ci était suffisamment éloigné au moment de ces spectaculaires supernovas. Cependant, son chemin, par un pur hasard, l'aura conduit à cet endroit précis de la Voie lactée, il y a près de 5 millions d'années. Pour autant, cette bulle de vide n'a rien d'exceptionnel. L'espace regorge de ces bulles qui conduisent à la constitution de nouvelles étoiles et planètes et affectent les formes générales des galaxies. La Voie lactée renferme de nombreuses autres superbulles de ce type. Mais quel rôle joue-t-elle en matière de formation d'étoiles et, plus largement, sur la forme des galaxies? En cartographiant ces bulles, les scientifiques pourront établir leur forme, leur taille
et leur emplacement, et pourquoi pas définir leur mode d'interaction. C'est ce qu'a tenté de faire une équipe d'astronomes du Harvard et Smithsonian Center for Astrophysics, qui a créé la première carte 3D du champ magnétique de cette superbulle. En effet, pour les scientifiques, les champs magnétiques jouent assurément un rôle primordial dans toutes sortes de phénomènes astrophysiques. En combinant certaines données issues de plusieurs missions spatiales, dont Gaïa, ils sont à présent en mesure d'observer la polarisation de la lumière aux environs de notre système solaire. La polarisation produite par des particules de poussière alignées magnétiquement permet d'établir l'orientation du champ magnétique qui agit sur elle et par conséquent d'apporter une certaine compréhension sur les influences des champs magnétiques dans le cosmos. Toutes ces interactions occasionnent parfois des visites rapprochées entre différents objets cosmiques. La comète de Halley en est l'une des preuves les plus célèbres. Elle est d'ailleurs mentionnée depuis plus de 600 ans avant Jésus-Christ et sa première apparition répertoriée provient de Chine. Par la suite, lors de son passage le plus spectaculaire datant de 837, elle a été décrite dans des écrits chinois, japonais, mais également européens. La comète de Halley, au fil de ses passages répétés, a longtemps été considérée comme plusieurs objets distincts les uns des autres. C'est en 1705 qu'Edmond Halley a publié un livre suggérant que toutes ces comètes successives, observées en 1531, 1607 et 1682, n'étaient en réalité qu'une seule et même comète. Il a alors prédit qu'elle serait de nouveau observable dans notre environnement planétaire tous les 76 ans. 16 années après sa mort, soit en 1758, la comète de Halley a honoré son rendez-vous. Si Edmond Halley n'a pas pu assister à son triomphe, Nicolas Louis de Lacaille, célèbre astronome français, a de fait proposé que cette comète soit baptisée comète de Halley. Cet objet, dont le noyau est composé d'un mélange de glace et de grains de poussière, présente une forme irrégulière, mesurée à 16 km dans sa longueur et 8 km dans sa largeur. Sur sa surface accidentée, des cratères libèrent les gaz et les poussières qui alimentent sa chevelure et sa queue, qui marquent notre ciel nocturne lors de ses visites, dont la dernière remonte à 1986. Si tu as déjà fait le calcul, tu as probablement estimé qu'elle s'invitera de nouveau dans notre voisinage en 2061. Cette comète périodique sera alors au périhélie de son orbite elliptique qui la rapproche du Soleil de seulement 0,59 unités astronomiques, tandis que sa distance à l'aphélie l'éloigne de 35,3 unités astronomiques. Si des planètes qui orbitent plus ou moins loin de notre Soleil nous visitent régulièrement, d'autres objets, quant à eux, ne semblent se présenter à nous qu'au cours d'un voyage unique et spectaculaire. Une étude récente affirme que de nombreux objets interstellaires, bien qu'ils soient rares, sont probablement entrés dans notre système solaire qui, lui, est relativement ancien. Il se pourrait également que certains de ces objets intersidéraux aient été capturés un certain temps par notre système solaire, alors qu'ils ne faisaient que nous traverser. Mais selon cette même étude, il pourrait y avoir une population stable d'objets interstellaires qui seraient en orbite proche de la Terre. L'étude de ces objets qui présentent un mécanisme unique est peut-être l'occasion d'étudier la formation et l'évolution des systèmes planétaires, dont le nôtre. 2 de ces objets interstellaires ont été observés récemment. Oumuamua, qui a été découvert en 2017, et la comète Borisov, dont l'existence a été confirmée en 2019.
Oumuamua est le tout premier objet interstellaire de l'histoire de l'astronomie à avoir été détecté. Découvert grâce au télescope Pan-STARRS d'Hawaï, il a été baptisé ainsi car Oumuamua signifie « messager » en langue hawaïenne. Sa trajectoire hyperbolique et sa vitesse anormalement élevée permettent d'établir qu'il provient bel et bien d'une autre étoile et qu'il traverse notre système solaire pour la première et l'unique fois. Les astronomes, qui sont depuis toujours à l'affût d'une telle incursion, ont en revanche été grandement surpris par leurs observations. En effet, ils s'attendaient à étudier un objet qui, tel une comète, aurait été composé de glace et de poussière, formé à une certaine distance de son étoile hôte et par conséquent aisément expulsable lors de perturbations gravitationnelles. Or, les constatations réalisées les ont laissés pour le moins perplexes. Astéroïdes, comètes, voire toute autre chose? Pour commencer, Oumuamua est dépourvu des attributs habituels des comètes. L'objet, dont la taille est estimée entre 400 et 800 mètres de longueur et 100 mètres de largeur, ne possède ni queue, ni poussière, ni coma, à savoir une chevelure brillante marquant son sillage. Or, ces éléments sont caractéristiques des objets célestes au cœur de glace qui surgissent lors de leur rapprochement avec le Soleil. Oumuamua s'est également démarqué par sa brillance et ses importantes variations de luminosité, donnant l'impression d'un objet métallique tournant sur lui-même. De plus, cet objet, dont l'apparence allongée le fait ressembler à un immense cigare bombé, se déplace en suivant une trajectoire trop elliptique pour que l'accélération constatée soit uniquement d'origine gravitationnelle. Effectivement, lorsque Oumuamua s'est approché de notre Soleil et qu'il a commencé à s'en éloigner en prenant la direction de la constellation de Pégase, il a fait preuve d'une accélération le propulsant à plus de 300 000 km/h, tout en s'écartant de la trajectoire initialement prévue. Cette accélération, qui ne pouvait être expliquée ni par le coup de pied gravitationnel procuré par le Soleil, ni par un phénomène de dégazage, a même laissé émerger des théories dépassant l'imagination chez certains astronomes. Peut-il s'agir d'un vaisseau extraterrestre? Cette idée a d'ailleurs fait grand bruit, intriguant la planète tout entière. Toutefois, depuis 2019, les origines naturelles de cet objet invraisemblable ont bien été confirmées. Ce visiteur aux étranges agissements, ressemblant à un astéroïde mais se comportant comme une comète, a finalement livré certains de ses secrets après de nombreuses analyses réalisées par des chercheurs qui se sont penchés sur ce dossier troublant. Ils ont établi que l'objet Oumuamua était bel et bien compatible avec le comportement d'une comète interstellaire standard, mais qui aurait subi une altération importante. Composé essentiellement de roches et de glace d'eau, comme toutes les comètes connues à ce jour, Oumuamua aurait été expulsé loin de l'emprise gravitationnelle de son étoile. Après avoir erré dans le milieu interstellaire durant probablement des dizaines de millions d'années, il aurait par conséquent été longuement exposé aux rayons cosmiques, des particules très énergétiques ayant certainement pénétré à des dizaines de mètres sous sa glace de surface. Subissant l'effet de ces rayonnements, une certaine quantité des particules d'eau présentes se serait transformée en hydrogène moléculaire. Ce dernier, qui serait resté emprisonné dans la glace de l'objet, se serait alors transformé en gaz lorsque la distance avec le Soleil n'aurait été que de 37 millions de kilomètres. En s'échappant seul, ce gaz aurait en conséquence engendré la poussée constatée lors de l'accélération d'Oumuamua, sans pour autant laisser apparaître ni halo, ni traînée, comme le font les autres comètes.
Cette explication n'a pas convaincu tous les scientifiques, certains n'envisageant pas qu'une comète puisse être dépourvue de ses attributs spécifiques. Cette exception pourrait-elle s'expliquer par les petites dimensions d'Oumuamua? C'est en tout cas ce qu'affirment certains membres de la communauté scientifique. Les futures observations du télescope Vera C. Rubin, situé au Chili, qui commenceront en 2025, devraient permettre de déceler de nouvelles comètes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre système solaire. Si les plus petites d'entre elles montrent des signes de libération d'hydrogène emprisonné, sans avoir de queue lumineuse, alors cette théorie pourra être confirmée et Oumuamua ne sera définitivement plus considéré comme un potentiel astéroïde. Le deuxième objet interstellaire à avoir été examiné est la comète Borisov. C'est un astronome amateur, Gennady Borisov, qui l'a capté le 30 août 2019. Contrairement à Oumuamua qui présentait des propriétés déroutantes, Borisov a été rapidement identifié comme étant une comète. Sa particularité, c'est la première comète observée ne provenant pas de notre système solaire. En outre, des astronomes suggèrent qu'elle ne s'est jamais approchée d'une étoile, ce qui en fait un vestige intact du nuage de gaz et de poussière dont elle provient. En somme, c'est la comète la plus pure jamais étudiée jusqu'à présent. Le dégazage qui a été constaté alors qu'elle s'approchait de notre Soleil était certainement le premier qu'elle subissait de toute son existence. Pour autant, Borisov n'est pas une comète comme les autres. Son observation selon la technique de polarimétrie, comparée à celle de nos comètes locales, a permis de conclure qu'elle possède des propriétés polarimétriques différentes de ces dernières, à l'exception de la comète Hale-Bopp. Cette dernière, qui, elle, appartient à notre système solaire, avait déjà suscité la curiosité des astronomes, car elle était la comète la plus intacte encore jamais observée. Le fait que ces deux comètes soient remarquablement similaires par leur composition suggère que l'environnement qui a vu Borisov se former n'est pas si différent en termes de composition de celui dans lequel notre système solaire s'est formé. Toutefois, la provenance de cette comète reste un mystère qui ne sera probablement jamais élucidé, car Borisov, qui se trouve actuellement près de Saturne, chemine à vive allure en dehors de notre système solaire, dans un aller sans retour. Notre système solaire est donc visité par de nombreux intrus. Cependant, certains objets lui appartenant créent tout autant d'émoi. C'est notamment le cas de la comète Ison, dont la découverte remonte à septembre 2012, qui a malheureusement connu une fin tragique. Cette comète, née il y a 4,5 milliards d'années dans le disque de gaz et de poussière qui entourait notre Soleil, formé il y a peu, est donc une comète appartenant à notre système solaire. Elle a survécu aux innombrables collisions qui sévissaient alors, se frayant un passage à travers toutes sortes d'objets épars et chaotiques, jusqu'à trouver refuge dans les marges du système solaire, au sein du nuage d'Oort, et ce, durant des milliards d'années. Mais il y a environ 3 millions d'années, une étoile s'est suffisamment rapprochée d'elle pour la perturber gravitationnellement. Cette légère perturbation aura suffi à modifier son destin, l'amenant tout droit vers une destruction certaine. Parfois cataloguée comète du siècle, sa trajectoire l'a conduite le 28 novembre 2013 à seulement 1,1 million de kilomètres de la surface du Soleil. Son noyau, dont le diamètre a été estimé à moins de 1 km de diamètre, n'a pas résisté aux violentes forces de l'étoile. Ison s'est littéralement désintégré.
Cependant, les observations dans l'espace interplanétaire de poussière résultant de cette approche fatale devraient permettre à la communauté scientifique de lever quelques menus secrets la concernant. Un autre objet est actuellement suivi de près par les astronomes. Il s'agit de 2023 KW2, un astéroïde qui fonçait dans notre direction à toute vitesse, frôlant la Terre le 6 juin dernier. Cet astéroïde géant de la famille des Apollons, qui est observé depuis sa très récente découverte datant du 16 avril 2023, aurait pu avoir un impact destructeur s'il avait dû entrer en collision avec la Terre. Mesurant entre 50 et 111 mètres de diamètre et se déplaçant à la vitesse de 36 000 km/h, il est, heureusement pour nous, resté à bonne distance de notre belle planète, soit à environ 4,53 millions de kilomètres. Cet astéroïde, qui orbite autour du Soleil en 1124 jours, pourra de nouveau être observé depuis la Terre d'ici à l'an 2189. Des objets de ce type croisent régulièrement notre trajectoire, notre système solaire étant parsemé d'astéroïdes de dimensions variées, le plus souvent, fort heureusement, de taille minime. Certains sont toutefois considérés comme potentiellement dangereux, du fait de leur taille au moins égale à 150 mètres et de leur orbite qui les rapproche à moins de 7,5 millions de kilomètres de l'orbite terrestre autour du Soleil. Selon le Centre d'études des objets géocroiseurs, le CNEOS, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui suit les objets géocroiseurs, 5 astéroïdes se sont approchés de notre planète il y a très peu de temps. L'un d'entre eux, le plus grand, avait une longueur estimée à 488 mètres. Mais surtout, il a effectué un passage à nos côtés à seulement 4,3 millions de kilomètres, et ce, à la vitesse de 36 000 km/h. Ce géocroiseur de la catégorie des géants, qui nous a quelque peu frôlé entre le 14 et le 18 juin 2023, a été nommé l'astéroïde 2020 DB5. Pourtant, cette visite n'était pas la première. En effet, cet astéroïde a déjà réalisé 6 passages dans notre voisinage planétaire depuis l'année 1905. Sa dernière visite datait du 23 juin 1995. On peut donc aisément conclure qu'il reviendra nous saluer le 2 mai 2048. Selon la NASA, pas moins de 472 astéroïdes de ce type et mesurant plus de 140 mètres ont été découverts à ce jour. En revanche, pour les scientifiques, le compte n'y est pas. Ils estiment qu'il en reste encore probablement 15 000 à déceler. Reste à savoir si l'un de ces objets, dont les trajectoires semblent ne pas être inquiétantes aujourd'hui, pourrait un jour, pour une raison ou une autre, représenter une réelle menace pour notre planète. Depuis, l'humanité est consciente des dangers provenant de l'espace, certains objets extraterrestres ayant provoqué des dégâts planétaires et biologiques conséquents. Nous venons de citer en particulier les comètes qui traversent parfois notre système solaire, frôlant notre Terre. Mais qu'en est-il des astres voisins? Se peut-il qu'une étoile se rapproche suffisamment de nous jusqu'à, pourquoi pas, perturber notre planète? Rien n'est figé dans l'univers. Par conséquent, au fur et à mesure que notre système solaire se déplace dans la Voie lactée, qui elle-même se meut dans le cosmos, des rapprochements sont inexorables. Les trajectoires des uns et des autres, bien qu'à des distances qui se comptent le plus souvent en millions ou milliards de kilomètres, se croisent inévitablement, engendrant parfois des rapprochements aux conséquences diverses. Car même si les astres ne se percutent pas,
ils influent sur leurs comparses en fonction des parcours qui leur sont propres. Pour qu'une étoile commence à impacter notre système solaire, elle devrait, selon sa masse et sa vitesse, se trouver à près de 60 trillions de kilomètres. Dans ce cas, elle troublerait le nuage d'Oort, notre réservoir à comètes. Ces dernières verraient leur trajectoire habituelle se modifier, certaines d'entre elles pouvant être expulsées jusqu'à notre système solaire interne, et par conséquent, vers notre belle planète Terre. C'est pourquoi la compréhension du mouvement des étoiles qui peuplent la Voie lactée est essentielle. Sur plus de 300 000 étoiles qui ont été sondées par le satellite Gaïa de l'ESA, les scientifiques analysent quelle sera leur position la plus proche de notre Soleil. Il s'avère que 97 d'entre elles s'en rapprocheront dans les prochains millions d'années, à environ 150 trillions de kilomètres, et 16 autres à 60 trillions de kilomètres, la fameuse limite à ne pas franchir pour la préservation de notre système. Selon leurs estimations, les scientifiques suggèrent que le taux de rencontre global est d'environ 550 étoiles par million d'années, dans un rayon de 150 trillions de kilomètres, sur une durée de 5 millions d'années passées ou à venir. On peut donc s'attendre à une potentielle rencontre approximativement tous les 50 000 ans. Voici de quoi nous rassurer. D'autant que rien ne peut permettre d'affirmer qu'un tel rapprochement engendre des perturbations cométaires du nuage d'Oort, ni que ces mêmes comètes prennent la direction des régions antérieures de notre système solaire. Par conséquent, il devient impossible de savoir si la Terre sera un jour mise en danger ou non. Cependant, une étoile se démarque des autres. Il s'agit de Gliese 710, qui a été détectée il y a plusieurs années par le satellite Hipparcos. Celle-ci se précipite en direction de notre système solaire et devrait traverser le nuage d'Oort dans à peine plus d'1 million d'années. Les données complémentaires collectées par le satellite Gaïa estiment son passage dans nos environs proches dans exactement 1,35 million d'années. Sa trajectoire au sein de la Voie lactée la conduit tout droit vers le centre de notre système solaire. Cette étoile de type naine orange, 2 fois plus petite que notre Soleil, occasionnera un chamboulement gravitationnel dans le nuage d'Oort. Les comètes qui y sont alors tranquillement amassées mettront probablement plusieurs millions d'années avant de retrouver un certain calme. Des comètes par dizaines seront ainsi visibles à l'œil nu chaque année, et ce, durant une longue période. Si cette pluie de comètes promet un spectacle cosmique de toute beauté, il reste à craindre que nombreuses de ces comètes occasionnent des collisions cosmiques, certaines atteignant les planètes de notre système solaire. La Terre pourrait donc bien être impactée, elle aussi, de nombreuses fois par certains de ces objets en perdition dans l'espace. Puis, Gliese 710, en suivant sa trajectoire, passera au plus près de notre Soleil, à environ 0,2 années-lumière seulement, soit 77 jours-lumière. Si cette distance paraît ahurissante, en réalité, elle s'avère être extrêmement proche à l'échelle de l'univers. Le passage d'un astre à une distance si réduite de notre Soleil ne provoquera probablement aucune perturbation des principaux objets du système solaire. Sa structure ne sera donc pas menacée et les planètes conserveront leur mouvement habituel. De mémoire d'homme, c'est la première fois qu'une étoile croisera d'aussi près notre Soleil. Gliese 710, qui présentera d'ici là une magnitude de moins 2,7, brillera autant que la planète Mars lorsqu'elle est au plus près de la Terre. Pour l'heure, elle est encore distante de 62 années-lumière et observable en direction de la constellation du Serpent. Si d'autres étoiles seront probablement en phase d'approche dans les prochains millénaires,
toutes seront distantes d'au moins 3 années-lumière, ce qui devrait grandement te rassurer. Car oui, les rapprochements entre les étoiles ne sont pas rares dans la Voie lactée. La dernière étoile qui s'est avancée près de notre système solaire est une naine dont la masse est inférieure de 15 fois celle du Soleil. Elle serait passée à 0,82 années-lumière de notre astre, il y a près de 70 000 ans. Mais du fait de sa faible masse, le nuage d'Oort n'aurait été que très peu importuné. La prochaine étoile qui s'approchera du Soleil a un peu plus de 3 années-lumière et Proxima du Centaure. Elle sera suivie de peu, si l'on peut dire à l'échelle cosmique, par Ross 248 qui devrait venir à un peu moins de 3 années-lumière, quelques 16 000 ans plus tard, soit dans environ 36 000 ans. En prenant conscience de toutes les interactions envisageables entre les différents objets cosmiques, mais surtout de leurs conséquences potentiellement apocalyptiques, une question apparaît sur toutes les lèvres. Est-il possible de prévoir la fin du monde ? Tout du moins, la disparition de l'existence telle que nous la connaissons sur notre planète bleue. Depuis l'aube de l'humanité, des prophéties annonce la fin des temps. Pas moins de 183 fins du monde ont été prophétisées par des annonciateurs de tous les horizons, et ce, seulement depuis la chute de l'Empire romain. Pas une seule civilisation n'a échappé à ces prédictions tragiques qui, heureusement pour nous, se sont toutes révélées fausses. D'ailleurs, tu as certainement en mémoire celle qui a motivé la réalisation de certains films catastrophes, dont le célèbre 2012 ou encore Le jour d'après. Selon certains oracles, la fin du monde était prévue pour le 21 décembre 2012. Les Mayas indiquaient également un changement radical et global à l'échelle planétaire à cette date. En effet, d'après l'un des plus anciens calendriers de l'histoire appartenant à cette civilisation, le solstice d'hiver 2012 marquait la fin du monde, tel que nous le connaissons actuellement. Cette civilisation, pour laquelle le temps avait une importance primordiale, utilisait plusieurs calendriers, dont un calendrier long qui a donné lieu aux fameuses spéculations concernant la fin du monde. Ce système calendaire propre aux Mayas, extrêmement précis, repose sur leurs croyances cosmogoniques, dans lesquelles leur divinité reconfigurait sans cesse le monde. S'il leur a permis de définir la période de création dans laquelle nous sommes, de savants calculs s'appuyant sur l'origine de ce cycle de très exactement 5125 années, la fin de ce dernier correspondait au 21 décembre 2012 de notre calendrier actuel. Mais ce mode de calcul cyclique des temps des Mayas, qui était essentiellement basé sur l'observation des astres, aura simplement mis en lumière la fin d'un de leurs cycles, et par conséquent, le commencement d'un nouveau. Si l'énigme du calendrier Maya semble avoir été résolue, la date du 21 décembre 2012 a pourtant longtemps marqué les esprits. Certains ont déduit que notre système solaire avait probablement traversé le plan galactique à cette date précise. Qu'en est-il réellement ? Comme tu le sais, notre galaxie est plate et ronde, comme une galette. Effectivement, notre Soleil entre et sort du plan galactique, et ce, de façon régulière. Les astronomes qui se sont penchés sur cette question sont formels. Non seulement notre système solaire n'a pas sillonné cette zone de la galaxie le 21 décembre 2012, mais en plus, nous nous éloignons actuellement du plan galactique. Selon leurs estimations, non seulement nous l'avons traversé pour la dernière fois il y a environ 3 millions d'années, mais nous ne le ferons à nouveau pas avant plus de 30 millions d'années.
En nous écartant du plan galactique, nous diminuons par ailleurs les risques de rapprochement, voire de collision. En effet, lorsque notre système solaire est à l'extérieur du plan galactique, et qui plus est éloigné de celui-ci, l'influence des marées galactiques est au plus faible. En revanche, lorsque, environ tous les 33 millions d'années, nous sommes au plus fort de leurs influences, le flux des comètes provenant du nuage d'Oort est alors multiplié par 4. Cette influence reste toutefois à être modérée, car si nous sommes effectivement assez proches actuellement du plan galactique, la dernière grande extinction qu'a connue la planète Terre remonte à 66 millions d'années. Par conséquent, les scientifiques estiment que la position verticale du Soleil par rapport au plan galactique ne peut expliquer à elle seule les extinctions périodiques subies jusqu'à présent. Les coupables sont très certainement les bras spiraux qui abritent un important nombre de nuages moléculaires, mais également une plus grande concentration d'étoiles géantes bleues. Lorsque notre système solaire traverse ces gigantesques nuages, la gravité de ces derniers interagit et perturbe considérablement notre nuage d'Oort. Surtout les géantes bleues qui s'avèrent avoir une durée de vie relativement courte explosent violemment dans cette zone. Et l'on connaît les effets dévastateurs que les supernovae peuvent engendrer sur des objets voisins, même à de grandes distances. D'ailleurs, pour certains chercheurs, notre système solaire se déplacerait actuellement au cœur d'un nuage de débris en lien avec une supernova. Ce constat a été établi après l'analyse d'échantillons de sédiments prélevés dans nos fonds océaniques. Dans son long voyage, notre système solaire entre régulièrement en contact avec de la matière interstellaire. Celle-ci est composée en partie d'éléments radioactifs expulsés dans l'espace lors de supernovas qui, par la suite, se déposent parfois sur d'autres objets voisins, tels des astéroïdes, ou pénètrent dans l'atmosphère de planètes comme la Terre. Après s'être concentrés sur un isotope bien précis, le fer 60, qui n'est pas naturellement présent sur notre planète, ils ont été en mesure d'affirmer que notre planète a bien été le témoin lointain de diverses explosions de supernovas au cours des derniers millions d'années. Leurs nombreuses études ont permis de détecter des traces de fer 60 qui se seraient déposées à la surface de notre planète il y a environ 2,5 millions d'années et probablement d'autres il y a près de 6 millions d'années. Leur synthèse nous laisse donc penser que la Terre a voyagé dans les derniers millions d'années à travers divers nuages de matière imputée à des supernovae. Certains chercheurs allemands ont même communiqué que notre système solaire se déplacerait depuis plusieurs millions d'années à travers un nuage plus dense en gaz et en poussière, dont les origines ne sont pour l'heure toujours pas connues. Il s'agit du nuage interstellaire local. On peut également noter qu'un autre groupe de chercheurs de l'Université technique de Munich a lui aussi détecté l'isotope fer 60 dans des échantillons de neige provenant de l'Antarctique. Pour autant, il ne s'agit bien là que de quelques traces. Car selon les scientifiques, seulement 60 grammes de fer 60, cette poussière d'étoiles, aurait atteint la surface terrestre au cours des 33 derniers millénaires. Pour mémoire, des traces de cet isotope rare avaient déjà été découvertes dans des échantillons de sol lunaire, récoltés et ramenés sur Terre par les astronautes de plusieurs missions Apollo. Les scientifiques mettent tout en œuvre pour tenter de discerner comment se comporte notre système solaire. En comprenant ses rouages internes, ses nombreuses interactions avec toutes sortes d'autres objets cosmiques, ils seront en mesure d'anticiper les prochains événements. De nombreuses simulations tentent de déterminer
comment les planètes proches du Soleil se comporteront dans les milliards d'années à venir. Certaines prédisent que l'orbite de Mercure s'allongera au point de croiser celle de Vénus, mais sans pour autant perturber plus le système planétaire. Toutefois, on peut aussi imaginer les scénarios les plus cataclysmiques. Si Mercure perturbait les orbites des planètes environnantes, on peut s'attendre à de terribles collisions, pourquoi pas entre la Terre et Mars. Mais une étude plus récente, datant de 2009, a démontré qu'il est fortement probable que Mercure soit simplement absorbée par le Soleil ou qu'elle entre en collision avec Vénus. Toujours selon cette étude, il y aurait seulement 1% de probabilité que Mercure entre en résonance séculaire avec Jupiter et provoque un chaos interplanétaire au cours des 5 milliards d'années à venir. Comme toutes les autres étoiles, notre Soleil a une durée de vie limitée. Cet astre va donc connaître des transformations majeures dans un avenir très lointain à l'échelle humaine. Dans 1 milliard d'années, le Soleil resplendissant qui apporte la chaleur nécessaire à notre planète se transformera en étoile géante rouge. Sa taille sera alors multipliée par 100. Un vent stellaire très intense dépossédera cette géante d'une grande partie de sa masse. En dernier lieu, il ne restera plus qu'une minuscule naine blanche, chaude et extrêmement dense, dont la taille ne devrait pas dépasser celle de la Terre. L'impact pour le système planétaire sera considérable, pour ne pas dire apocalyptique, surtout auprès du système interne. Selon des modèles mathématiques, Mercure et Vénus seront probablement absorbés par l'étoile, alors devenue géante. Quant à la Terre, qui est une planète rocheuse un peu plus éloignée que les précédentes, elle pourra peut-être survivre à cette métamorphose et continuer à orbiter autour du Soleil, devenue naine blanche solaire. Cependant, l'intensité de cette dernière transformera notre planète en une Terre hostile à toute forme de vie. Cette théorie s'appuie sur une étude menée par une équipe d'astronomes internationales qui a observé L2 Puppis, une vieille étoile qui pourrait bien ressembler à notre Soleil en fin de vie. Il y a 5 milliards d'années, L2 Puppis était la jumelle quasi parfaite de notre Soleil. Mais aujourd'hui, elle a perdu un tiers de sa masse. Une seconde source a été décelée à près de 300 millions de kilomètres de cette étoile. Sa masse relativement faible suggère qu'il s'agit soit d'une planète, soit d'une petite naine brune. La présence de cet objet qui peut s'apparenter à une planète en orbite dans le disque de L2 Puppis représente une belle opportunité pour les scientifiques. L'étude attentive de son comportement et de ses interactions avec l'étoile durant les prochaines années devrait fournir de précieuses informations aux scientifiques. Ils seront alors en mesure de déterminer l'évolution finale du Soleil, mais également son impact sur les planètes du système solaire. La question est de savoir si la Terre sera apte à survivre ou non à la disparition de notre Soleil. Mais voyons plus en détail comment les planètes, mais surtout notre Terre, vont être impactées par cette métamorphose. Nous savons que le Soleil se réchauffe très lentement et qu'il est 30% plus brillant qu'il ne l'était peu après sa formation. Cette augmentation de luminosité ne fera que s'accentuer de façon exponentielle au cours des prochains millions d'années. Ce réchauffement impactera directement notre planète. La vie sur Terre nécessite de l'eau à l'état liquide. Or, pour maintenir l'eau telle qu'elle à la surface de la planète, il doit y avoir un certain équilibre entre l'énergie entrante et l'énergie sortante, et ce,
afin de maintenir des températures moyennes adéquates. Cet équilibre sera malheureusement fortement compromis du fait de l'augmentation de la luminosité solaire et la Terre se réchauffera lentement mais sûrement. L'évaporation massive de l'eau provoquera un effet de serre jamais égalé, réchauffant encore davantage la surface de la planète. Les océans seront à ce moment-là intégralement vaporisés, accentuant toujours plus la chaleur de la Terre. L'eau liquide ayant disparu de la surface de la planète d'ici 1 à 2 milliards d'années, plus aucune vie telle que nous la connaissons ne pourra dans ces conditions subsister. Puis d'ici environ 5 milliards d'années, l'hydrogène viendra à manquer au cœur du Soleil qui se gonflera alors en géante rouge. L'étoile sera donc plus froide qu'auparavant, mais sa luminosité, comme nous l'avons déjà vu, sera elle fortement accrue. La zone habitable de notre système solaire sera alors repoussée vers l'extérieur, jusqu'à englober Jupiter et Saturne. Les orbites des planètes intérieures seront puissamment perturbées, les menant tout droit vers l'étoile destructrice. La gravité du Soleil devenant de plus en plus faible, l'orbite des planètes extérieures s'élargira naturellement. Notre Soleil, devenu géante rouge, se dilatera au point de s'étendre jusqu'à l'orbite actuelle de notre Terre. Qu'adviendra-t-il de notre belle planète ? Sera-t-elle à son tour absorbée par cet astre en fin de vie après avoir été totalement grillée ? Ou bien arrivera-t-elle à rejoindre une orbite plus lointaine ? Nul ne peut prétendre à ce jour connaître la réponse. Le Soleil, quant à lui, continuera sa métamorphose. Son noyau se contractera jusqu'à ce que la pression et la température engendrent la fusion de l'hélium. Après quelques éclairs, il ne restera plus que le noyau. D'ici environ 7 milliards d'années, le Soleil sera alors devenu une petite naine blanche qui aura toute l'éternité pour se refroidir lentement. Il aura perdu près de 40% de sa masse actuelle. Le système planétaire, en termes de taille, aura vu sa surface doubler, mais comme nous venons de le voir, certaines planètes auront disparu de la carte. L'orbite de Neptune ne sera plus située à 30, mais à 55 unités astronomiques, marquant la nouvelle limite extérieure du système planétaire. On peut alors imaginer que cette nouvelle disposition des planètes s'avère enfin paisible. La partie intérieure et chaotique du système solaire aura été absorbée par le Soleil, et les planètes restantes suivront une orbite quasi circulaire. Oui, mais pendant combien de temps ? Neptune, qui sera alors probablement éloigné du Soleil de 55 unités astronomiques, pourrait bien subir un coup de pied gravitationnel l'éloignant à jamais de notre système planétaire. Pour cela, il suffirait qu'une autre étoile passe à environ 500 unités astronomiques. Si cette dernière venait à passer à 200 unités astronomiques, elle pourrait même avoir un effet notable sur les planètes restantes. Dans de nombreuses simulations, à terme, Jupiter pourrait bien être la dernière planète à subsister au sein de notre système solaire, les autres ayant été propulsées dans l'espace interstellaire, vouées à demeurer des planètes errantes pour toujours. Il n'est pas non plus exclu que quelques milliards d'années plus tard, Jupiter subisse le même sort que ses anciennes compagnes. Le passage rapproché d'une autre étoile n'est pas improbable. Le compte à rebours est donc lancé, et ce, depuis que le Soleil est apparu. Bien qu'il soit difficile d'intégrer le fait que les étoiles ne sont pas éternelles, chaque astre a une durée de vie limitée, et notre Soleil, comme tous les autres, n'échappera pas à sa destinée. Heureusement pour nous, cette issue fatale n'aura lieu qu'après un long,
très long processus de transmutation. D'ici là, notre système solaire poursuit sans sourciller sa valse cosmique au sein de la Voie lactée, accompagné d'une quantité extraordinaire d'objets galactiques, tous plus prodigieux les uns que les autres. Notre ciel étoilé, baigné d'une douce chaleur, a encore quelques centaines de millions d'années devant lui. Crois-tu que l'humanité connaîtra ces temps lointains? Et si tel est le cas, aura-t-elle réussi le pari qu'elle s'est déjà lancé, à savoir découvrir d'autres régions de l'espace habitable, devenues atteignables?